Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour parler des fonctions. Alors, il s'agit d'un chapitre relativement important qui permet de réduire un grand programme en un ensemble de petits programmes. Alors, comme on va le voir par la suite, il s'agit de passer d'une situation telle que celle-là, où les instructions sont écrites les unes après les autres, où le programme va s'exécuter d'une seule traite, vers un programme modulaire qui contient plusieurs modules, et ces modules seront appelés chaque fois quand on a besoin. Alors l'avantage, c'est que si on a besoin de ces modules plusieurs fois, on n'est pas obligé d'écrire les instructions plusieurs fois, on va les écrire une seule fois, on va les mettre sous forme d'un module, et chaque fois qu'on a besoin de ces instructions-là, on va faire appel à eux. Alors, comment ça fonctionne? Normalement, un programme classique, tel que vous les avez vus jusqu'à présent, contient un ensemble d'instructions les unes après les autres. Le programme, lorsqu'il est lancé, on commence l'exécution par la première instruction, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, l'autre manière d'écrire, c'est de préparer d'abord un ensemble de modules, tel que celle-là. Alors, pour vous donner une idée, ça ressemble par exemple au programme que vous utilisez déjà comme le sinus. Lorsque vous écrivez un programme et vous avez besoin du sinus, vous n'écrivez pas les instructions nécessaires pour calculer le sinus. Vous faites appel à une fonction, c'est-à-dire vous faites appel à un module qui s'appelle sinus, qui est dans la mémoire de l'ordinateur et qui vous permet de calculer le sinus sans vous soucier comment ce sinus est calculé. Donc ça, c'est pour des fonctions existantes, telles que le sinus. Nous, on va s'intéresser à comment créer ce genre de fonctions et les rendre comme le sinus, c'est-à-dire si vous en avez besoin, vous faites appel à ces fonctions. Alors, une fois que vous avez écrit vos modules ou vos fonctions, vous devez définir deux éléments. D'abord, c'est les éléments de communication. D'abord, les paramètres d'entrée, c'est-à-dire votre fonction, il va calculer pour quel paramètre, il va faire les calculs pour quel paramètre. Par exemple, lorsque vous mettez sinus de 3,14, c'est-à-dire sinus de pi, vous avez une valeur. Si vous mettez sinus de 0, vous avez une autre valeur. Si vous mettez sinus de 1,5, vous avez encore une autre valeur. Ça veut dire que cette fonction va s'adapter aux paramètres que vous injectez pour cette fonction. C'est ce qu'on appelle les paramètres d'entrée. Ensuite, la fonction va faire ses calculs et il va vous donner un résultat. Par exemple, pour le sinus 0, c'est la valeur 0. Donc, si vous mettez sinus 0 comme entrée, vous allez obtenir 0 comme sortie. C'est ce qu'on appelle le retour du programme. Donc, pour chaque module, on a les entrées qu'on appelle les paramètres et les sorties qu'on appelle les retours. Alors, une fois que vous avez défini ces modules-là, comment les utiliser? Dans votre programme, au lieu d'insérer les instructions comme on a fait ici, on va simplement faire appel à ce module. Donc, appeler ce module-là par son nom et transmettre le paramètre d'entrée. Ici, on va voir après comment. Ce module va effectuer les calculs. Alors, je parle de module, parfois de fonction, parfois de sous-programme. Il s'agit de la même chose. Donc, module, fonction ou sous-programme, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que le module termine ses calculs, il a un résultat qu'il renvoie à travers un retour. Alors, quel est le rôle et l'intérêt de ces fonctions ou modules?
Alors, en informatique, la programmation modulaire reprend l'idée de fabriquer un produit, qui est le programme, à partir de composants qui sont les modules. Tout le monde sait qu'une voiture est composée d'un certain nombre de pièces. Chaque pièce est fabriquée à part et ensuite ils sont assemblés. C'est le même principe. Alors, ça c'est surtout destiné aux grosses applications. Il permet de décomposer une grosse application en modules ou groupes de fonctions pour pouvoir les développer et les améliorer indépendamment, puis de les utiliser dans d'autres applications éventuellement. Donc, par exemple, si vous avez développé une fonction qui fait un calcul particulier, et si vous avez besoin de ce calcul particulier dans un autre programme, vous avez déjà votre fonction qui est développée, vous n'avez qu'à la copier dans le nouveau programme et c'est terminé. Alors, ensuite, elle permet aussi de développement par plusieurs personnes. Par exemple, si vous développez euh, euh, une grosse application et vous êtes plusieurs à la développer, chaque personne différente peut développer des modules particuliers. Et ensuite, on va les assembler dans le programme principal. Ce style de programmation facilite grandement l'amélioration progressive et la réutilisation et le partage de code. Par exemple, lorsque vous écrivez un grand programme, vous pouvez commencer par le premier module, le tester, et ensuite ajouter le deuxième module, et le troisième, et le quatrième, jusqu'à ce que vous terminiez euh, votre application. Donc, l'objectif principal de ce chapitre-là, c'est de découper le programme en petites entités qui sont indépendantes. Donc, chaque module, normalement, doit être indépendant des autres modules. Ensuite, ils peuvent être réutilisables, c'est-à-dire puisqu'ils sont indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas reliés à votre programme. Ça veut dire que si vous les prenez et vous les mettez dans un autre programme, ils peuvent fonctionner. Et en plus, ça permet une plus grande lisibilité du programme. Alors, au lieu d'avoir un programme qui fait plusieurs milliers de lignes, on va avoir un programme qui fait, par exemple, quelques dizaines, quelques vingtaines de modules indépendants. Chaque module fait une dizaine de lignes. Et bien sûr, lorsqu'on fait des corrections, des améliorations, on va les apporter sur les modules qui sont de petite taille et donc plus facilement maîtrisables. Alors, je vais passer rapidement les diapos avec le texte. Ça, vous pouvez le lire. Donc, je vais simplement m'arrêter aux exemples. Alors, la syntaxe. Comment écrire une fonction? Donc, on va s'intéresser à la syntaxe et à travers des exemples, on va voir comment écrire et comment utiliser des instructions. Pardon, comment écrire les modules. Alors, la syntaxe, c'est un bloc d'instructions. Donc, on va commencer par l'intitulé def, qui va dire à l'ordinateur qu'on va définir ça. Le def vient de définition, définir une nouvelle fonction. On va donner le nom de la fonction. Donc, vous donnez le nom que vous voulez. Ensuite, la liste des paramètres. Et ensuite, les instructions qui doivent être exécutées à l'intérieur de la fonction. Alors là, on ne va pas revenir sur les instructions parce que c'est exactement les mêmes instructions qu'on a étudiées précédemment. Alors, ce qui va différer, c'est essentiellement ces listes de paramètres et le retour des informations. Alors, commençons d'abord par notre premier exemple. Def table set. Donc là, vous voyez, les parenthèses sont vides, il n'y a pas de paramètres. Là, on va définir une fonction qui s'appelle tableset. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la table de multiplication de numéro 7, c'est-à-dire 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3, etc. Ça, c'est pour la définition. Donc, on va définir la fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait
Elle contient une boucle qui va varier de 1 jusqu'à 10 et qui va multiplier à chaque fois le n par 7 et afficher le résultat. Donc là, il n'y a pas de paramètre d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de retour, parce que l'affichage va se faire à l'intérieur de la fonction. Alors, il s'agit bien sûr d'un exemple et on va commencer par très simple. Donc, dans l'exemple, on ne va pas mettre les choses difficiles au départ. Donc, on va simplement voir comment écrire la fonction et ensuite, on va petit à petit introduire les autres notions. Donc, on va passer maintenant au Spider pour voir lorsqu'on écrit cette fonction, qu'est-ce qui va se passer. Alors, comme vous le voyez ici, donc j'ai écrit ma fonction table7 for n in range 1,11 print n fois 7. Alors, si j'écris comme ça, chaque print va se faire dans une ligne différente. Pour rester fidèle à l'exemple qui est donné dans le cours, je vais ajouter le AND, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après l'écriture. Alors, ça va être un espace. D'accord? Donc, si on revient dans l'exemple, c'est le AND égale l'espace. Ça veut dire qu'après chaque écriture, au lieu de passer à la ligne suivante, on va rester sur la même ligne, mais ajouter un espace. Alors, si j'exécute, vous allez voir que rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait, c'est définir qu'est-ce que table7 va faire. C'est une définition. Donc, on a défini une fonction qui effectue un certain nombre d'opérations, mais on ne l'a pas encore utilisée. Pour que cette fonction soit utilisée, il faut l'appeler. Et donc, pour l'appeler, il faut écrire son nom, table7. Maintenant, mon programme contient la définition de qu'est-ce que ça veut dire table7 et l'appel de table7. Donc, on a la fonction, la définition de la fonction et l'appel de la fonction. Maintenant, lorsque j'exécute, vous voyez la table de multiplication qui apparaît ici, 7 fois 1, 7 fois 2, jusqu'à 7 fois 10. Alors, comme vous le voyez ici, on a défini une fonction. Le problème avec cette fonction, c'est qu'elle va toujours donner la table de multiplication de 7. C'est-à-dire qu'elle ne contient pas de paramètres, donc je ne peux pas agir sur cette fonction. Chaque fois que je fais appel à cette fonction, elle va me donner le même résultat, c'est-à-dire toujours la table de multiplication de 7. C'est quelque chose qui n'a en fait aucun intérêt. Par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est de pouvoir définir une fonction avec des paramètres. Par exemple, définir la table de multiplication, mais pour le nombre que moi je vais fournir, pas la valeur 7 toujours. Donc cette fonction, par exemple, je l'appelle table, et là vous voyez qu'au lieu de mettre table7, je vais mettre table, entre parenthèses, je vais écrire base. Base, c'est mon paramètre, c'est le moyen qui va me permettre de communiquer et donc d'adapter le fonctionnement de ma fonction avec ce paramètre. C'est-à-dire que je vais maintenant faire la table de multiplication d'un nombre qui s'appelle base, et ce nombre peut être n'importe quoi, n'importe lequel. Et en fonction de la valeur qui va être reçue, je vais afficher la table de multiplication de la valeur qui va être reçue. Par exemple, vous voyez ici, je vais mettre table 13 et je vais obtenir la table de multiplication de 13. Je mets table 9, je vais obtenir la table de multiplication de 9. Donc c'est la même fonction,
qui permet de faire la table de multiplication de 13 et la table de multiplication de 9 et éventuellement d'autres tables de multiplication. Parce que lorsque j'écris table 13, le 13 qui est ici va être associé à la base et je vais faire la table de multiplication de base qui contient la valeur 13. Et donc, je vais faire la table de multiplication de 13. Une fois terminé, je peux relancer la même fonction avec la valeur 9. Et donc, le 9 va être associé à base, donc base va contenir 9, et je vais faire la table de multiplication de 9. Je vais passer maintenant à la démonstration. Alors, comme vous le voyez, comme tout à l'heure, j'ai défini la fonction table avec le paramètre base et comme vous le voyez, je vais faire la table de multiplication de base. Lorsque j'exécute, vous voyez que, comme tout à l'heure, rien ne va se passer parce que je n'ai fait que définir une fonction. Maintenant, je peux par exemple venir et mettre table. Pour changer un petit peu, on va mettre 11. Et puis, table de 7. Et puis, table de 5. Et je peux continuer comme ça, indéfiniment. Les instructions qui permettent de faire la table de multiplication, ils sont là. Et chaque fois que je veux appeler une table de multiplication, je dois fournir la valeur qui doit être utilisée pour faire la multiplication. En exécutant, ah oui, vous voyez que là, c'est un peu mélangé. J'ai la table de multiplication de 11 qui sont là, la table de multiplication de 7 qui sont là, et les valeurs de la table de multiplication de 5 qui sont là. Là, vous voyez qu'avec une même écriture de la fonction, j'ai pu l'exécuter plusieurs fois avec différents paramètres. Je peux même venir ici mettre, par exemple, table de 75. Et j'obtiens la table de multiplication de 75. Parce que là, tant que je suis dans le Spider, toutes les fonctions qui ont été définies restent en mémoire tant que je ne l'ai pas fermé, et donc je peux les utiliser dans mon programme. Alors, donc comme on l'a vu dans la démonstration, donc je peux utiliser une fonction autant de fois que je veux avec différents paramètres. L'exemple qui est donné juste après, c'est que je peux l'utiliser même avec des paramètres variables. Par exemple, for a in range 1,6, c'est-à-dire pour a à 5, mettre table de a. Donc a va prendre successivement les valeurs de 1 à 5 à l'intérieur de cette boucle. Et donc j'aurai la table de multiplication de a, la table de multiplication de 2, la table de multiplication de 3, de 4 et de 5. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est que le paramètre peut aussi être une variable. Et donc, ce qu'on va transmettre à la fonction, c'est la valeur du paramètre au moment de l'appel. Parce qu'ici, on est dans une boucle, donc on va appeler table 5 fois, mais à chaque fois, on aura une valeur de a différente et donc on va envoyer non pas la variable a, mais on va envoyer la valeur contenue dans a à ce moment-là. Alors, on n'est pas limité à un seul paramètre dans une fonction. On peut mettre autant de paramètres qu'on veut. À titre d'exemple, on vous donne ici la table de multiplication multi. On donne la valeur qu'on veut, pour laquelle on veut avoir la table de multiplication. Par défaut, dans les autres exemples, on avait la table de multiplication de 1 à 10. Alors cette valeur-là, on va la changer.
on va donner la valeur de début et la valeur de fin. Par exemple, si je veux avoir la table de multiplication de 11 entre 7 et 14. Donc 11 fois 7, 11 fois 8, 11 fois 9, etc. Donc on va définir le début de notre table de multiplication et la fin de notre table de multiplication. Alors, vous le voyez ici, donc on va prendre le range du début jusqu'à la fin plus 1, parce que comme vous le savez, en Python, on s'arrête à la valeur de fin. Donc si on veut avoir la valeur de fin dans notre boucle, il faut l'augmenter de 1. Et puis, on va faire la multiplication de n par la base. Alors, par exemple ici, table de multiplication 8, 13, 17, ça veut dire qu'on veut avoir la table de multiplication de 8 entre 13 et 17. Donc 8 fois 13, 8 fois 14, 8 fois 15, 8 fois 16, 8 fois 17. Et on a ce qu'on appelle une fonction avec plusieurs paramètres. Donc on a ici 3 paramètres. Alors quelques exemples de ces paramètres. Si par exemple je veux rendre ces paramètres facultatifs. Là vous voyez base qui ne contient aucune valeur par défaut, ça veut dire que base est obligatoire. Début, on lui a attribué la valeur de 1. Vous vous rappelez ici, on est toujours dans la définition des paramètres, pas dans l'attribution des paramètres. Donc début prend la valeur de 1 dans la définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que début, c'est un paramètre qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif. Si on le mentionne, on prend en considération la valeur de paramètre. Si on ne le mentionne pas, l'ordinateur va prendre 1 par défaut. Même chose pour fin. Fin, il prend la valeur 10. Ça veut dire que fin, si on le fournit, l'ordinateur va prendre la valeur qu'on lui a fournie. Si on ne le fournit pas, il prend 10 par défaut. Ainsi, si j'écris table multipliée de 8, je n'ai pas fourni le début, je n'ai pas fourni la fin. Ça veut dire que je vais aller de 1 jusqu'à 10. Table de multiplie 8, 5. Alors, il faut dire que lorsqu'on fournit des paramètres sans mentionner leur nom, comme ici, il y aura toujours le premier paramètre avec le premier paramètre. Donc 8 va être associé à base et 5 va être associé à début. Donc le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, et ainsi de suite, sauf si on spécifie le nom. Par exemple ici 8, on n'a pas spécifié le nom, et il se trouve à la première place, donc il va être associé à base. Fin, on a spécifié le nom, donc le paramètre 5 va être associé à fin. Je reviens. Donc table multiplie 8, 5. Donc on a fourni la base 8 et début égale 5. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer par 1, mais on va commencer par 5. Donc on aura 5 fois 8, 6 fois 8, 7 fois 8, jusqu'à 10 fois 8. Pourquoi 10? Parce qu'on n'a pas modifié la valeur de fin, on n'a pas spécifié le fin ici, et donc il va prendre 10 par défaut. Dans le troisième cas, on a fourni la base qui est obligatoire, elle n'a pas de valeur par défaut, donc 8 va passer dans base. On n'a pas fourni le début, donc on va commencer par 1, parce que c'est la valeur par défaut. Et on a fourni une autre valeur pour la fin qui est 5, donc on ne va pas tenir compte de cette valeur 10. La fin va prendre la valeur 5, c'est-à-dire on va faire la table de multiplication de 1 jusqu'à 5. D'accord? Donc jusqu'à présent, on a vu les fonctions dans lesquelles il n'y avait pas de retour. Ça veut dire que c'est des fonctions qui ne retournaient aucun résultat, qui imprimaient les informations. Le fait d'imprimer ne veut pas dire retourner. Le fait d'imprimer, c'est afficher un résultat à l'écran.
Lorsqu'on lorsqu'on parle de retourner, ça veut dire qu'on retourne une information au programme qui nous a appelés. Vous rappelez-vous que lorsqu'on écrit une fonction, elle ne va pas être exécutée et que c'est le programme, lorsqu'il va faire appel à cette fonction, c'est le programme lui-même qui va envoyer des paramètres et, comme dans cet exercice-là, va recevoir le résultat. Dans ce cas-là, rien ne va être imprimé, sauf si on le demande. On prend un cas très simple. Je définis une fonction qui calcule le cube d'un nombre. Alors, le cube d'un nombre, W, c'est W fois W fois W. C'est W à la puissance 3. Donc, si je définis une fonction cube, je lui donne un paramètre W. Il va me retourner W au cube. Alors, je vais passer maintenant au Spider pour vous faire une démonstration de cet exemple-là, pour que vous voyez les différentes, la notion de retour, qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, comme vous le voyez, j'ai défini ma fonction cube qui retourne W fois W fois W. Donc, il prend W comme paramètre et qui retourne la valeur de W fois W fois W. Alors, comme tout à l'heure, si j'exécute, rien ne va se passer, comme vous le voyez ici, parce que je n'ai fait que définir le cube. Et d'ailleurs, je n'ai pas de valeur pour W pour calculer le cube. Donc, je vais faire d'abord un appel de cette fonction-là. Par exemple, cube de 3. Alors, 3 au cube, c'est 27. Alors, lorsque j'exécute, vous voyez, là aussi, rien ne s'est passé et pourtant, il y a eu un calcul. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai exécuté cube de 3, le 3 a été envoyé à W, à cube, donc le 3 est passé dans W, on a calculé le 3 au cube, le résultat a été retourné au programme. Mais dans le programme, je n'ai pas utilisé mon programme. Pardon, je n'ai pas utilisé ce résultat-là. Ça veut dire que ce résultat est parti en l'air parce que je ne l'ai pas utilisé. Alors, pour pouvoir l'utiliser, soit que vous le stockez dans une variable, par exemple, vous mettez x égale, alors j'exécute, là aussi vous voyez que rien ne s'est passé, mais lorsque je vais voir l'explorateur des variables, je vais trouver un x et qui contient la valeur de 27. Ça veut dire que ce calcul a été bien fait, que le 3 a été envoyé dans le W, qu'on a calculé le W au cube et qu'on a retourné le résultat, et que ce résultat est passé dans X. Alors, si mon objectif c'est de calculer le X au cube pour faire d'autres calculs, j'ai réussi parce que je peux utiliser dans les autres instructions, je peux utiliser le X qui contient la valeur de 3 au cube. Comme je peux, si vous voulez, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas, de imprimer la valeur de X pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, si j'exécute, j'obtiens la valeur de 27. Alors, pour rappel que ça, c'est uniquement des exemples et que le print, en général, on le fait que si on a le résultat final. Donc, si x est un résultat intermédiaire, on a la valeur de x, on peut continuer à utiliser x, mais on ne doit pas l'imprimer parce que si x n'est pas la valeur finale, on n'imprime pas une valeur intermédiaire. Donc là, vous voyez l'utilisation de fonctions telles que vous connaissez le sinus et le cosinus, c'est-à-dire vous envoyez un résultat, une information et vous obtenez un résultat. De la même manière que si j'écris par exemple ici sinus, alors sinus, je ne peux pas l'utiliser directement, donc il faut que j'utilise from math
import sinus. Lorsque j'écris sinus de 3,14, j'exécute. Il n'y a que le 27 qui provient de print x. Donc le sinus de 3,14, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le cube 3, a été calculé, mais sa valeur n'a pas été utilisée. Donc si je mets y égale sinus de 3,14 et je mets print y, j'exécute, j'obtiens le sinus de 3,14. D'accord? Là, vous voyez que cube, c'est une fonction que vous avez définie et que sinus a été déjà défini et inclus dans une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque maths. On verra dans une autre vidéo ces notions de bibliothèque, comment les utiliser et quelles sont les bibliothèques qu'on va étudier par la suite. Donc là, vous avez vu la notion de fonction qui retourne des résultats. On va adapter notre fonction à nous qui calculait la table de multiplication et on va l'adapter de telle manière qu'elle n'affiche pas la table de multiplication, mais qui construit une liste de valeurs contenant la table de multiplication et qui la retourne au programme, et c'est au programme de décider s'il veut l'imprimer ou ne pas l'imprimer. Donc là, vous voyez, comme tout à l'heure, on a la table de multiplication base, on a result qui est une liste vide, on fait notre boucle dans laquelle on va calculer la table de multiplication, mais on ne va pas l'afficher, et par contre, on va l'ajouter à la liste result. Et à la fin, lorsqu'on a terminé, on va retourner result. Comme ça, le programme, lorsqu'il appelle la fonction table, il lui envoie un paramètre base et il reçoit en retour la table de multiplication qui correspond à cette base pour de 1 à 10. Donc la table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Donc là, c'est un exemple que vous pouvez tester chez vous pour voir la table de multiplication, mais qui retourne un résultat au lieu de l'afficher. Autre exemple intéressant, par exemple pour faire des statistiques, vous voyez par exemple là, on va écrire une petite procédure qui va calculer les paramètres principaux. Les paramètres principaux statistiques, c'est-à-dire la moyenne, la variance et l'écart type. Qui reçoit quoi? Qui reçoit un tableau. Donc cette fonction reçoit un tableau de données et effectue les calculs de moyenne. Par exemple, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des éléments du tableau divisée par la longueur du tableau. La variance, c'est quoi? La variance, c'est la somme de quoi? La somme des écarts des valeurs par rapport à la moyenne élevée au carré pour tous les éléments du tableau. La moyenne, ça tombe bien, on vient juste de la calculer. Donc on fait la série, on construit une série qui contient x moins moyenne au carré pour tous les éléments du tableau. Ensuite, on fait la somme de cette nouvelle série, qui est l'écart par rapport à la moyenne au carré, divisé par la longueur du tableau. On obtient la variance. Et ensuite, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie les trois paramètres. Un return, là vous voyez, un return sur trois paramètres. La moyenne, la variance et l'écart type. Ça, c'est pour la définition de la fonction. Maintenant, pour tester la fonction, on va venir dans notre programme, on va définir une liste 3, 5, 7, 9, 11, 13. Et puis, pour calculer
ces trois paramètres, moyenne, variance, écart-type, on va écrire moyenne, virgule, variance, virgule, écart-type égale statistique test. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'affectation parallèle. L'affectation parallèle, lorsqu'on a trois valeurs à droite, on met trois variables à gauche. Le premier paramètre passe dans la première variable, le deuxième paramètre passe dans la deuxième variable et le troisième paramètre passe dans la troisième variable. Ça tombe bien parce que statistique, c'est une fonction qui retourne trois paramètres que vous voyez ici. Donc, lorsqu'on exécute statistique, on reçoit trois paramètres et donc on a besoin de trois variables pour stocker ces valeurs. Donc là aussi, vous pouvez tester cette fonction chez vous pour que vous compreniez comment ça marche et vous pouvez varier ces listes-là pour, savoir, pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque vous changez les données. Alors, dernier type de fonction, ça c'est une fonction très particulière qui s'appelle la récursion. Ce sont des fonctions récursives. Alors, je vais en parler rapidement parce qu'on ne va pas la voir dans notre cours, donc elle ne fait pas partie du cursus. C'est une fonction dans laquelle on trouve l'appel de la fonction à l'intérieur de la fonction elle-même. Donc, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. C'est pour ça qu'on appelle fonction récursive et cet exemple-là vous montre cette fonction dans le cas de factoriel. Si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions après, mais sinon, vous pouvez l'ignorer car elle ne va pas faire partie de votre cours. OK, donc on aura quelques exercices à faire. Ces exercices, je vais les corriger maintenant avec vous et vous expliquer chaque exercice et comment le corriger au fur et à mesure. Donc, premier exercice, définir une fonction surface de cercle. Cette fonction doit renvoyer la surface d'un cercle dont on lui a fourni le rayon R en argument. Par exemple, l'exécution de l'instruction print sur cercle doit donner le résultat 19,635. Alors, ce qui est demandé, c'est le calcul, c'est l'écriture d'une fonction qui s'appelle surface de cercle et qui permet le calcul du surface d'un cercle à partir de son rayon. Donc, on connaît tous la formule, la surface d'un cercle, c'est le rayon au carré multiplié par pi. Donc, pour définir la fonction, il faut ajouter le mot def. Le nom de la fonction, c'est surcercle. Le paramètre, c'est R. Donc, comme on l'a recommandé, il vaut mieux mettre les variables en minuscules. Et puis, calculer la surface d'un cercle. Alors, la surface d'un cercle, on a besoin de paramètre pi. Pour cela, on va l'utiliser à partir de la bibliothèque math. Donc, on va mettre from math import pi. Pi, c'est déjà défini dans la bibliothèque math, ce qui fait que il suffit de venir ici, mettre return R fois R, donc le rayon au carré, multiplié par pi. Il manque un petit R ici. Return voilà. Ce qui fait que lorsqu'on voudra, par exemple, avoir la surface d'un cercle d'un rayon de 2,5, il suffit de venir ici, de mettre print sur cercle 2,5, exécuter.
Il y a une petite erreur, invalide syntaxe, oui, ça c'est les anciennes versions de Python. La nouvelle version de Python, on a besoin de mettre des parenthèses, on exécute et on obtient la même valeur qui était donnée dans le cours, c'est-à-dire 1963. Alors l'autre exemple, définissez une fonction volume de boîte qui renvoie le volume d'une boîte parallélépipède dont on fournit trois dimensions x1, x2, x3. Là aussi, on nous demande d'écrire une fonction. Donc ce qui est demandé, c'est cette partie-là. Ça, c'est le nom de la fonction, les trois paramètres qui sont là. Donc on va définir def, le nom de la fonction, mettre les deux points ici, et puis quel est le résultat? Là, le résultat, il est très simple. Le volume d'une boîte, c'est le x1 multiplié par x2 multiplié par x3. Donc on peut soit mettre une variable, par exemple volume est égal à x1 fois x2 fois x3 et mettre return, j'oublie toujours le R, return volume. Ça, c'est la réponse à la question. Donc, une fois que la question qui a été posée, c'est ça la réponse, uniquement. Donc, on définit la fonction, le nom de la fonction, les paramètres, les calculs à faire et à la fin, le résultat à retourner. Vous pouvez bien sûr les tester avec quelques paramètres par la suite. La dernière, par exemple, fonction, une fonction maximum N1, N2, N3 qui renvoie le maximum de N1, N2, N3. Là aussi, ce qui est demandé, c'est écrire une fonction qui réalise cette opération-là. Dans ce cas-là, le nom de la fonction est le suivant. Pour que ce soit une fonction, il faut mettre un def. Mettre un def, mettre les deux points ici. Et puis, le N1, N2, N3 sont fournis par la fonction. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les comparaisons. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le maximum. Donc, on va mettre maximum comme on l'a étudié. On lui donne une valeur, N1, et puis on le compare. Par exemple, on suppose que le maximum c'est N1. Ensuite, on le compare avec N2. If maximum si la valeur que j'ai considérée comme étant le maximum, c'est-à-dire le N1, est plus petit que le N2, ça veut dire que le N2 est plus grand. Dans ce cas-là, je vais prendre maximum est égal à N2. Et je fais la même chose avec le N3. Si après avoir supposé que le maximum c'est N1 et l'avoir comparé avec N2, je vais le comparer ensuite le résultat entre N1 et N2, je vais le comparer à N3. Si après tout cela, le maximum est plus petit que le N3, dans ce cas-là, le maximum va être N3. Après cela, j'aurai comparé le N1 et le N2 et le N3 et je vais retourner le maximum. Et c'est ça la réponse à ma question qui était définissez une fonction maximum N1, N2, N3 qui renvoie le plus grand des trois nombres. Avec cela, j'aurai terminé
avec ces exercices-là, j'aurai terminé ce chapitre relatif aux fonctions. Euh, on verra pendant la séance prochaine, vous aurez le temps de voir cette vidéo. On fera quelques exercices durant la séance prochaine, Inch'Allah. Et je vous remercie.